Dans cette vidéo, on va commencer à parler des Workflow API. Comme on a vu, le Bubble API regroupe Data API d'un côté, Workflow API de l'autre côté. Mais avant, je veux juste revenir sur un tout petit point. Quand j'avais ici activé les Data API, au moment où j'ai activé et qu'on est venu voir ici, j'avais dit, ah mince, c'était précoché ici pour Create via API. Sauf qu'en fait, je l'avais déjà précoché. Donc quand on coche, qu'on désactive, qu'on recoche, tous nos settings d'avant, si on avait coché, restent en place. Donc c'était pour éclaircir pardon, ce point-là. On peut maintenant en venir au Workflow API. Donc Workflow API, c'est quoi? Ça permet à l'extérieur, donc à un utilisateur externe, à une entité, un service tiers, de pouvoir accéder à nos workflows. Donc c'est utile pour les opérations de CRUD comme les Data API, mais on peut réaliser des actions postérieures. On peut vraiment interagir avec le workflow. On peut envoyer un mail, on peut activer une feature, proposer à notre app, on peut proposer notre application en solution back-end, donc ça peut être uniquement une base de données, sans forcément un réel affichage, mais on peut vraiment gérer toute cette logique. Donc il y a deux niveaux de protection, comme pour les Data API. Il y a les paramètres de l'API directement qu'on va voir juste après. Et il y a dans le workflow toute la logique conditionnelle. Quand est-ce que je dois utiliser les Workflow API? Donc Workflow API, comme les Data API, c'est pour créer, lire ou supprimer de la donnée. Mais comme on l'a dit, on veut aussi exécuter une séquence d'actions juste après. Donc là, on peut créer une séquence d'actions pour une logique métier ou pour vérifier de la donnée. Exemple, je veux créer un produit dans ma base de données produit. Avant de le créer, il faut que je vérifie par exemple que le produit n'existe pas. Bah, ça, avec Data API, on ne peut pas le faire. Dans le cas par exemple du user qu'on a vu, Bubble nativement vérifie si l'email n'existe pas. Donc dans ce cas-là, ça marche. Mais pour toutes les autres data types qu'on va créer, la logique de vérification, la gestion d'erreurs, il va falloir qu'on la fasse nous-mêmes. Donc c'est à ce moment-là qu'on utilise Workflow API. Et si je veux renvoyer de la donnée spécifique, aujourd'hui, si vous voulez créer, envoyer une action, réaliser une action au niveau des bases de données et ensuite faire un retour, succède par exemple, ou faire un calcul et envoyer le résultat par API, eh ben, il faut utiliser Workflow API pour pouvoir personnaliser le retour et la réponse API. Au niveau de la terminologie, il y a un petit détail, il ne faut pas confondre Workflow API et API Workflow. Workflow API, c'est la partie de Bubble, donc des Bubble API qui gère les workflows, c'est donc opposé au Data API. Et API, donc API Workflow, c'est le workflow en lui-même qui est créé dans le back-end de l'éditeur. Donc Bubble, on a un côté back-end, un côté front. Donc dans le back-end, on a les API Workflow, donc c'est le endpoint réel, c'est là où on va réaliser nos actions, c'est le workflow en soi. Après, on a les database trigger events, les recurring events et les custom events. On ne va pas en parler dans cette vidéo ni dans les vidéos d'après, mais on va se focus sur API Workflow. Les API Workflow, aujourd'hui, ça sert quand on a plusieurs problématiques ou ça sert dans plusieurs cas précis. Par exemple, un API Workflow, on le crée quand on veut programmer une action. Par exemple, je veux arrêter un abonnement d'un utilisateur après une certaine date. Je veux envoyer un email. Je veux envoyer des rappels. Tout ça, on a besoin d'être en asynchrone. L'utilisateur ne doit pas être présent sur son application, par exemple. Quand le mail doit partir, par exemple, l'exemple par exemple, de l'event récurrent, si on veut supprimer de la donnée ou envoyer des mails de newsletter tous les lundis, c'est dans ce cas-là qu'on l'utilise. C'est quand on a des workflows qui sont longs à exécuter. Quand notre utilisateur clique sur un bouton et qu'il y a un long process de calcul, eh ben, on ne va pas le faire patienter. On va lui mettre un petit loader et tout ça, ça va s'exécuter derrière. Si on doit faire des requêtes API à d'autres services pour faire des calculs, pour intégrer de l'IA, ça prend un certain temps, donc on utilise les API Workflow. Quand on a des workflows en cascade, donc on a beaucoup de data qui sont liées entre elles et qu'on doit faire beaucoup de suppression de création de données. Mais globalement, quand il y a des gros changements sur une liste de data, quand il y a beaucoup d'actions à réaliser, on utilise des workflows côté back-end. Mais là, dans cette vidéo, dans cette suite de vidéos, on ne va pas parler de tout ça parce que l'objectif aujourd'hui de cette masterclass, c'est de parler des Bubble API, donc Workflow API, donc les API Workflow qui se trouvent dans les Workflow API, et ce côté sécurité. Dans tous ces cas-là, si la majorité du temps, ces workflows ne sont pas ouverts au public, ne sont pas ouverts à l'extérieur. Donc ces workflows sont sécurisés par défaut. On va le voir juste après. Mais dans le cas où on doit ouvrir notre API à l'extérieur, par exemple pour le cas d'un webhook, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo avec Stripe, notre endpoint, notre workflow est complètement visible. Donc il va falloir le protéger d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que je ne vais pas évoquer tout le reste. On va parler vraiment lorsque l'API workflow est ouvert à l'extérieur. Donc on ne va pas parler des recurring events ou des workflows programmés, des schedule events. Maintenant qu'on a vu la théorie,
on va créer notre premier workflow, notre API workflow. Donc, premièrement, il faut venir dans les settings. De la même manière qu'on a activé les data API, on va activer API workflow et backend workflow. Donc, vous allez cliquer ici. Et à ce moment-là, vous avez votre endpoint qui est ici. De la même manière que pour les data API, vous allez avoir API 1.1, mais au lieu d'avoir OBJ, vous avez WF pour workflow. Et ensuite, slash, le nom du workflow. Je mets un peu plus de visuel. Donc, on a bien le nom de domaine, API 1.1, workflow, le nom du workflow. Ensuite, au niveau de l'éditeur, vous venez sur Backend Workflow ici, vous cliquez sur New et c'est là où vous allez dans Général, vous allez pouvoir créer un nouvel API Workflow. À partir du moment où vous cliquez ici, vous allez avoir Expose as a Public API Workflow par défaut coché. C'est-à-dire que nativement, Bubble l'expose au public. Donc, ce n'est pas très sécure. Donc, à partir du moment où c'est décoché, là, je suis protégé. Donc, c'est le premier niveau de sécurité dont j'ai parlé juste avant. C'est pour ça qu'on va parler des webhooks. Parce que les webhooks, par défaut, il va falloir le rendre accessible à l'extérieur pour que l'outil tiers, en l'occurrence Stripe, puisse nous envoyer de l'information. Donc ici, on va mettre activé. Donc ça, c'est notre endpoint est ouvert au public. Ici, il va falloir lui donner un nom. Le nom, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, pas de majuscules, pas de caractères spéciaux. Il faut qu'il soit compréhensible et simple. Par exemple, ici, je vais supprimer celui-là et on va retourner sur un que j'avais déjà fait. Ici, j'ai créé Checkout Stripe. Donc ici, ça va être mon endpoint qui va récupérer de l'information lorsque sur Stripe, un checkout a été réalisé. Donc un paiement a été réalisé, un paiement a été success. Donc je vais pouvoir récupérer l'information pour réaliser une suite d'actions dans mon application. Donc checkout underscore Stripe. Donc this workflow run without authentication. Donc ça veut dire tout simplement, est-ce que j'autorise ce workflow à s'exécuter si mon user n'est pas connecté? Connecté, ça veut dire est-ce qu'il n'est pas authentifié. L'authentification, c'est quoi? On le verra dans la prochaine vidéo, mais l'authentification, en tout cas, on va voir comment Bubble gère l'authentification, mais l'authentification en français ou l'authentication en anglais, c'est autoriser l'accès au serveur. Est-ce que tu as le droit d'être là? T'es qui? Tu es autorisé à être là? Prouve-le-moi. J'aime bien l'analogie de l'aéroport. Quand on passe la sécurité, on présente notre passeport, donc on a le droit d'être là. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autorisation. L'autorisation, c'est OK, t'es Siamac, on a vu ton passeport, mais est-ce que tu as le droit de toucher à ça? Est-ce que tu as le droit de voir ça? Une fois qu'on passe la sécurité, on a le droit d'être à un certain endroit, mais on n'a pas le droit d'aller sur le tarmac. Bah, ça, c'est l'autorisation. Donc, authentification, qui tu es, autorisation, à quoi tu as accès. Donc, si je reviens au niveau du workflow, ici, si je ne coche pas cette case-là, il faut que la personne qui envoie la requête soit authentifiée. Et pour s'authentifier, il va falloir qu'elle ait une clé API. Une clé API qu'elle va mettre dans le header de sa requête à côté de la clé autorisation. Il va falloir mettre bearer, sa clé API. On va voir dans la prochaine vidéo comment on génère cette clé, comment Bubble gère cette gestion d'utilisateur avec l'authentification. Donc, par défaut, le cocher, ça ouvre encore plus une faille, on va dire. Ça réduit la sécurité de notre workflow, donc il faut encore être encore plus précautionné. D'accord? Donc, théoriquement, il faudrait le laisser décocher. Mais on le verra dans le cas du webhook, on va devoir le cocher parce qu'on ne peut pas modifier suivant certains services tiers. Stripe ne nous permet pas, par exemple, de mettre des informations dans le header. Ok? Donc là, pour l'instant, on va le laisser décocher. Ignore privacy rules when running the workflow, c'est tout simplement, est-ce que quand ce workflow s'exécute, on peut ignorer les privacy rules qui sont derrière? Si on le décoche et que ça c'est décoché, ça veut dire que l'utilisateur, quand il va mettre sa clé API, il va devoir respecter toutes les privacy qu'on a mis en place. Et quand je dis privacy, on parle des privacy d'origine, qui sont toutes celles qui sont là de base, mais pas toutes celles qui sont marquées modifiées via API, supprimées via API ou créées via API. Ce sont des privacy liées aux data API. Elles n'impactent nullement les workflows. C'est-à-dire que si dans mon workflow, j'ai le droit de créer de la donnée, si par défaut, je suis this user is current user, c'est-à-dire que moi, je suis connecté, donc j'ai donné ma clé API dans mon autorisation, dans le header. Donc le Bubble reçoit cette requête, voit que je suis bien user Siamac, je vais pouvoir voir ma donnée, je vais pouvoir la chercher, la trouver et je vais pouvoir la modifier. Par contre, ici, si je fais une requête via la data API, je ne peux pas modifier ma donnée parce que je n'ai pas coché. De la même manière,
au niveau de Data API, on peut utiliser l'autorisation avec une clé API qu'on va voir juste après dans les exemples. D'accord, donc là, on a parlé de l'authentification et des privacy. Si c'est flou, il n'y a pas de problème. On va voir un des exemples dans les prochaines vidéos, ça va être beaucoup plus clair. Trigger workflow, là, c'est la méthode qu'on souhaite choisir. Aujourd'hui, on n'a que du get et du post. Si je choisis get, je vais pouvoir paramétrer uniquement manuellement mes paramètres. Si je choisis post, je peux le faire à la fois manuellement et à la fois, je peux le faire avec un request data. Request data, quand ici, je vais mettre detect data, je vais recevoir ce endpoint, enfin, je vais recevoir mon workflow va se mettre en mode attente. C'est-à-dire que je vais devoir lui envoyer de la donnée et la donnée que je vais lui envoyer, Bubble va directement la mapper et va te dire, OK, bon, bah, tu as reçu 100, t'as reçu un JSON avec 100 informations, voilà, on t'a tout mappé. Comme ça, il n'y a pas besoin de le faire manuellement. Et c'est ce qu'on utilise en général pour les webhooks. Ensuite, ici, Modify Types, c'est tout simplement, bah voilà, là ici j'avais déjà initialisé pardon, mon endpoint, donc mon workflow. Ce qui s'est passé, c'est que Bubble m'a déjà tout rangé au bon endroit, il m'a déjà tout récupéré. Et ici, en fait, quand on dit modifier la donnée, je peux venir ici, je vois la requête qui a été envoyée à ce endpoint. Ici, je peux venir modifier la donnée. Ça veut dire que si body ID, ici je vois que c'est un type texte, mais si je veux, je peux changer complètement son type. C'est ce qu'on fait très souvent avec les dates. Par exemple, body created, ça a été, il y a le timestamp qui est ici, c'est une date en Unix, donc il faut venir ici, retirer number et mettre date Unix. Comme ça, la donnée, on peut la retraiter derrière s'il faut faire des calculs de temps, etc. C'est ici qu'on va faire la modification. Et très souvent, c'est au niveau des heures qu'on fait des modifications. JSON Object, c'est la réponse que va envoyer ce endpoint. Quand on va initialiser ou quand on va envoyer une requête à un endpoint, la réponse type ici, soit ça va être un JSON, il propose que du JSON, soit une redirection de page, redirection 302, c'est une redirection serveur, ça veut dire qu'on va rediriger le user directement sur une autre page. Return 200 if condition is not met, c'est tout simplement, si ici je mets une condition, que je réalise une requête via Postman, et que cette condition n'est pas respectée, si je n'ai pas coché cette case, Bubble va envoyer une erreur 400. Ça veut dire que moi qui ai fait ma requête depuis une autre application, je vais recevoir une erreur 400 comme quoi il y a un problème. Alors qu'en vrai, je peux appeler ce endpoint là, mais par contre, je n'ai pas respecté la condition. Donc si je mets coche ici, je vais recevoir un retour 200, donc un code 200 qui veut dire, OK, tu as bien appelé le endpoint, c'est success, mais par contre, il ne va rien se passer derrière parce que tu ne respectes pas la condition. Donc là, j'ai présenté globalement les informations et je vais faire tout de suite des exemples avec Postman pour mieux comprendre. Maintenant, on se retrouve sur Postman. J'ai recréé un workflow qui s'est appelé test et je vais tout de suite décocher ici. OK? Je viens là, j'utilise un get ou un post, peu importe, test. Si j'envoie, ici on va avoir tout simplement qu'il ne trouve pas le workflow. Normal, il est pas ouvert au public. Donc maintenant, je vais venir, je vais le cocher. Je touche à rien. Je mets send. Et là, il dit que j'utilise pas la bonne méthode. Normal, c'est un post. Donc on va venir ici, on va mettre post. Là, je send. OK, donc là, ça marche, mais je ne suis pas autorisé. Donc, il ne m'autorise pas à déclencher ce workflow. Il dit que je dois être authentifié pour appeler, pour utiliser le post sur ce endpoint-là. Donc on voit bien que ça fonctionne. Maintenant, on va essayer de réaliser une action sans s'authentifier. Donc, on va cocher cette case-là parce que la partie authentification, on la verra juste après. Donc ici, je précise que je peux faire tourner ce workflow sans être authentifié. Mais pour ça, on va déjà déterminer des données qu'on va envoyer. Moi, ce que je veux, c'est créer dans ma data type invoice, je veux créer un invoice. Donc, il me faut ID, name et price. Donc, je viens ici, je crée une clé ID, c'est un type texte, un name, c'est un type texte et un prix, c'est un type, je ne sais plus, donc data, price c'est number, name text, ID text. Ok, donc je viens ici, je retourne dans mon workflow et là je mets price, number. Ce que ça signifie ici, on peut préciser si la donnée qu'on envoie c'est une liste ou un tableau. On peut dire si c'est optionnel ou pas. Donc là, si je fais une requête et que je ne coche pas et que je laisse optionnel décoché, si une des données manque, je vais recevoir un message d'erreur. Et query string, ça veut dire
est-ce que la donnée doit être envoyée dans un body, donc dans la requête, est-ce qu'elle doit être dans un body ou est-ce qu'elle doit être dans les paramètres URL? C'est la manière dont la data doit être envoyée. Donc là, ici, la réponse, ça va être un JSON object. Et pour l'instant, on est bon. Donc, create a new invoice. Ici, maintenant, je peux récupérer ID, parce que c'est le paramètre que j'ai initialisé, que j'ai créé juste avant. Je peux mettre name, et price, je peux mettre price. Donc maintenant, on va retourner sur Postman et voir ce que ça donne. Là, sur Postman, j'ai déjà initialisé, j'ai laissé mon endpoint, je suis en post, j'ai mis ID, name, price. Et là, si j'envoie, voilà, success, réponse, j'ai une réponse vide. Et si je retourne ici dans ma base de données AppData et que je vais dans Invoice, on voit que j'ai mon ID 32, j'ai mon Invoice 1 et j'ai mon Price 222. Donc la requête est bien passée parce que je n'ai pas eu besoin de m'authentifier. Nickel. Maintenant, on va tester juste qu'est-ce qui se passe si je retire ici une donnée. Voilà, il me dit qu'il manque un paramètre. Donc si je viens et que j'active l'option et que je relance la requête, success ça fonctionne parce que je ne suis pas obligé d'envoyer cet ID. Et ce qui va se passer dans la base de données, c'est que l'ID va être vide. Normal. On va tester query string pour savoir ce que ça signifie. Donc là, l'ID, je vais le décocher. Query string. Si je viens là et que je remets ici ID 32 et que j'envoie, là, il va dire qu'il manque le paramètre ID parce qu'il ne l'attend pas dans le body, mais il l'attend dans le paramètre URL. Donc paramètre URL, ça veut tout simplement dire qu'ici, je vais venir mettre ID égale 32. Success, je reviens ici, dans ma data, ça a bien été créé. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir paramétrer où est-ce que vous voulez que la donnée soit dans la requête et de quel type elle soit et comment vous voulez que la requête soit globalement envoyée. Là, je vais vous montrer quelque chose sur pourquoi c'est très intéressant d'utiliser l'API Workflow quand on fait une requête via l'extérieur, c'est qu'on peut retourner de la donnée. Donc si vous avez créé une logique métier dans votre application, que là j'ai créé un invoice, mais si j'avais fait des calculs, d'autres requêtes API, une logique métier un peu intéressante, un truc qui est vraiment lié à mon application et que j'ai besoin de retourner de la donnée, en dernière action, je mets return data from API. Ici, je choisis la structure que je veux envoyer, très souvent du JSON. On ajoute un paramètre. Le paramètre ici, on peut dire test. On choisit par exemple le type texte, mais on peut mettre n'importe, on peut mettre un option set, on peut mettre un data type, on peut choisir n'importe quel type de données. Je vais mettre par exemple, c'est un texte. Ici, je peux définir si c'est une liste ou non. À cet endroit-là, je peux récupérer de manière dynamique le résultat de l'étape d'avant. Donc on va le faire. Admettons, je récupère, ça n'a pas de sens du tout de faire ça, mais je vais montrer à quoi ça ressemble. Je peux récupérer l'ID. Donc ici, on va mettre ID créé et on va mettre non créé. Là, on va mettre texte. Result of step 1, on va mettre le name par exemple. Et à ce moment-là, je vais retirer ça. Quand je reviens là et que j'effectue ma requête, on va retirer ça d'ici. À ce moment-là, quand je vais réaliser ma requête, je vais envoyer. Et là, dans la réponse, j'ai ID créé, non créé. Je récupère l'information que je peux ensuite réutiliser comme je veux. Maintenant, on va initialiser notre endpoint, mais automatiquement avec le detect request data. Donc, pour info, si je reviens à mon manuel, je récupère manual definition, je reviens à mes paramètres. Donc, si je reviens en get et que je passe en post et que je reviens en detect et que je reviens en get, les données restent. Donc, je ne suis pas obligé de le refaire à chaque fois. Donc, dans post, je viens dans detect request data et je vais mettre detect data. Et ici, je vais mettre headers et include headers, ça veut juste tout simplement dire que les headers de ma requête vont venir. Donc on va le mettre aussi. Donc je vais mettre detect data. Ici, je récupère un endpoint. En fait, ce endpoint là, c'est le endpoint le même avec initialize à la fin, juste pour initialiser la requête. Ce qui va se passer, c'est que là aujourd'hui, j'ai ID name et price. Si je mets send, il dit que le endpoint a été successfully initialized. Donc si je viens là, on voit qu'on a récupéré le body, le name, le body price et tout le header. Le header, c'est du coup tout ce qui est que Postman envoie dans l'header. Donc si ici, moi, je rajoute une info dans l'header, je le récupère à cet endroit-là. Donc si je vais dans Show Raw Data, j'ai mon body, ID, name, price, et j'ai mon header qui est juste là. Donc à ce moment-là, dans mon action juste après, ici, je l'avais déjà fait. Donc ici, je vais dans Request Data,
request data, je mets body ID, body name, body price, et ici j'ai toutes les infos du header, donc je peux récupérer toutes les infos que je souhaite. Donc je mets body ID, request data, body name et request data price. Et à ce moment-là, si je viens là et que je retire initialize parce que du coup, je vous montre, si ici on met send, il va dire que le endpoint, enfin le workflow n'est pas en mode initialisation. Donc on va le retirer, on va lancer, success. Donc si on vient là et qu'on va dans la data, on voit qu'on a 222, invoice et le prix. Je ne l'ai pas montré, mais du coup je le montre tout de suite. Dans votre backend ici, quand vous êtes sur votre création, j'ai créé un champ qui s'appelle rowBody. Donc rowBody, c'est du type texte. Je vais dans request data et en fait dans mon request data, quand j'inclus les headers, parce que si je n'inclus pas le header, le rowBody n'existe pas. Donc si j'inclus le header, ici j'ai toute ma partie body ID, name, price et j'ai toute la partie header et tout en bas j'ai rowBody text. Qu'est-ce qui se passe en fait rowBody text? Je vous montre. Si ici je mets 111 et que je mets send, une fois la requête réalisée, je vois que je récupère mon ID, mon nom comme prévu, le prix. Et ici, j'ai toute la réponse directement en format texte que je peux enregistrer et réexploiter derrière si je veux ensuite pour pouvoir extraire de la donnée et transférer de la donnée. Donc ça permet d'avoir toute l'information à cet endroit-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez le voir quand on va passer dans le cas de Stripe, il y a une petite transformation de la part de Bubble sur le rowBody. Quand on va passer sur la fonction d'achage pour vérifier la signature du webhook, que je réexpliquerai juste après, on se rend compte que nous-mêmes nativement on ne peut pas le faire, donc on est obligé de passer par un service tiers qui s'appelle HookDeck, que je vous montrerai. Mais c'est intéressant de savoir que rowBody existe, mais qui fait une mini transformation de données qui est, là on voit bien que si je viens ici et que je regarde la donnée, tout est en ligne. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de tabulation, rien du tout. Alors que dans la réalité ici, si on regarde que je reviens dans mon backend et que je reviens sur mon modify type, c'est présenté sous un certain format. On va comprendre par la suite pourquoi ce format a de l'importance quand on va devoir valider la signature d'un webhook. D'accord, donc là on a pratiquement tout vu avec des tests. On passera bien sûr au cas pratique, mais j'ai envie de montrer le dernier, c'est le return 200. Donc ça c'est quoi? Si admettons je ne clique pas ici, et en condition je vais mettre request data body ID is, et je vais mettre 1. D'accord? Donc il faut que le body ID soit égal à 1. Et ici, ça va me créer mon invoice. On va tester. Je viens ici, je vais mettre 1, je vais send. Donc là, on voit que c'est success. Si je vais dans ma base de données, on voit que le 1 a bien été créé. Super. Maintenant, si je mets 2, qu'est-ce qui se passe? Je vais recevoir. Voilà. Il dit que la condition du workflow n'est pas validée. Donc le workflow ne va pas fonctionner. Mais je reçois un bad request. Alors que mon application a bien reçu l'information, mais juste, je n'ai pas pu lancer le workflow. Ça, c'est dérangeant parce que, en tant qu'outil tiers, on attend de recevoir des requêtes, des codes 200, pardon. Parce que quand on reçoit des codes 400, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on est dans le cas d'un webhook, le webhook s'attend à un 200. S'il reçoit un 400 ou tout ce qui n'est pas 200, en tout cas 2 et quelque chose, il va relancer régulièrement toutes les 1 heure, 30 minutes en fonction de comment c'est paramétré, il va relancer des requêtes. Et du coup, il va lancer des requêtes dans le vide parce qu'à chaque fois, il ne va pas rencontrer la condition et ça va soit lancer des requêtes pour rien consommer de la charge serveur, soit ça va tout simplement peut-être faire bugger le webhook, mais du coup, il faut qu'il arrête d'envoyer. Donc, pour qu'il arrête d'envoyer, et on le voit très bien dans les documentations API, il précise le endpoint que vous paramétrez, qu'il envoie des requêtes 200. Parce que s'il n'envoie pas de réponse 200, pardon, pas de requête, de réponse 200, alors la requête va être envoyée régulièrement. Donc pour éviter ça, il suffit de venir ici, donc dans votre endpoint, et tout simplement vous cochez ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, je viens là, je mets 2, je send. Voilà, il va dire que ça ne run pas, mais il m'envoie un 200. Tout simplement pour dire, ok, on a bien reçu l'info, tu n'es pas dans les clous, mais c'est ok, tu as bien attaqué le bon endpoint. Et si je retourne bien dans ma donnée, ici, le 2 n'a pas été créé. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose. Là, on va passer sur la suite avec le Swagger, l'authentification user admin et des exemples.